Le 29 avril 1608, les cloches des églises résonnaient dans toute la ville de Graz, dans le sud de l'Autriche. Leurs carillons résonnaient dans les rues, tandis que la nouvelle de la mort d'une des femmes les plus importantes de la cour des Habsbourg se propageait rapidement. Cette femme était Marie-Anne de Bavière, veuve de Charles II, archiduc d'Autriche qui était aussi son oncle. À bien des égards, sa vie semblait banale pour une femme de son rang. Pourtant, la famille qu'elle a fondée et les descendants fascinants qu'elle a laissés derrière elle allaient faire d'elle l'une des femmes les plus influentes de l'histoire européenne. Voici l'histoire de la mère issue de la consanguinité de l'Europe du XVIIe siècle. Maria Anna de Bavière est née dans la ville de Munich le 21 mars 1551. C'était en plein milieu des guerres de religion qui déchiraient l'Allemagne après la réforme protestante. Son père était Albert V, le duc de Bavière récemment monté sur le trône, son propre père, le duc Guillaume IV, étant décédé seulement un an plus tôt. Guillaume avait été duc pendant plus de 40 ans et avait réussi à faire en sorte que le catholicisme romain reste la foi inébranlable du peuple du sud de l'Allemagne, à travers les nombreuses guerres de religion. La mère de Maria Anna était Anne d'Autriche. Elle était une fille de Ferdinand Ier, l'empereur du Saint-Empire romain germanique de 1556 à 1564. Alors que l'empereur Charles V, roi d'Espagne, empereur du Saint-Empire romain germanique et homme le plus puissant d'Europe pendant la première moitié du XVIe siècle, était l'oncle d'Anne. Ainsi, Marie-Anne était une descendante directe de la maison bavaroise de Wittelsbach et était étroitement liée aux branches autrichiennes et espagnoles de la puissante maison de Habsbourg, dont les souverains contrôlaient près de la moitié de l'Europe occidentale et centrale, ainsi qu'un vaste empire d'outre-mer dans les Amériques. Les dynasties régnantes d'Europe ont toujours maintenu leur pouvoir par des mariages, créant des liens étroits. Ses parents n'y faisaient pas exception. Ils étaient un cousin au second degré et avaient de même eu besoin d'une dispense papale avant leur mariage en 1546. Malgré cela, le couple eut 7 enfants, dont 5 survécurent jusqu'à l'âge adulte, un nombre remarquablement élevé pour le XVIe siècle. Maria Anna était leur 4e enfant et la fille aînée, et à ce titre son éducation fut soigneusement planifiée. Au milieu du XVIe siècle, de nouvelles idées sur le comportement courtois et l'éducation, largement influencées par le livre du courtisan de Baldassare Castiglione, s'étaient répandues dans les cours européennes. L'ouvrage offrait des conseils détaillés sur la bonne étiquette, l'art de la conversation et l'éducation idéale pour les membres de la noblesse, y compris les jeunes femmes comme Maria Anna qui grandissaient à Munich. Conformément à ces idéaux, elle reçut une éducation raffinée, courtoise, profondément catholique et disciplinée qui la préparait à un mariage politiquement avantageux afin de renforcer la position de sa famille. Elle étudiait des langues comme le latin et l'italien, en plus de la musique et de la danse. Il est même possible qu'elle ait reçu une formation musicale du célèbre compositeur flamand Orlando di Lasselle, qui avait passé une grande partie de ses premières années de carrière en Italie avant de s'installer à Munich vers 1558 à la cour de son père. Pourtant, aucune éducation n'aurait pu la préparer au mariage inhabituel dans lequel elle allait bientôt s'engager. Dans l'Europe de l'époque moderne, il était courant que les familles royales et aristocratiques commencent à discuter de potentielles alliances matrimoniales alors que leurs enfants étaient encore très jeunes, parfois même dès la petite enfance. Tout cela visait à forger les meilleures alliances familiales et diplomatiques. Mais dans le cas de Maria Anna, cela ne s'est pas produit, du moins à notre connaissance. Peut-être était-ce simplement que l'état politique de l'Allemagne était tellement désordonné. Un souverain comme Albert V ne voulait pas promettre la main de sa fille au fils d'un seigneur allemand, pour découvrir 10 ans plus tard, au moment de célébrer le mariage, que le futur époux avait soudainement décidé de devenir protestant entre-temps. La religion avait tout compliqué. Au lieu de cela, le mariage de Maria Anna ne fut discuté officiellement qu'à partir de la fin des années 1560, alors qu'elle approchait de sa 20e année. Au départ, il y eut des discussions pour qu'elle épouse Jean Sigismond Zapolya, le premier prince de Transylvanie, mais cela ne se concrétisa jamais. Le 22 février 1568, le frère aîné de Maria Anna, Guillaume V, futur duc de Bavière, épousa Renetta de Lorraine lors d'une grande cérémonie fastueuse à Munich. Les célébrations durèrent 18 jours, et c'est à ce moment-là que Maria Anna rencontra pour la première fois Charles II archiduc d'Autriche. Pendant les festivités, on dit que l'archiduc a développé une grande affection pour elle. Il avait environ 10 ans de plus qu'elle, et il était aussi son oncle,
puisqu'il était le frère cadet de la mère de Maria Anna, l'archiduchesse Anne d'Autriche. Aujourd'hui, une union aussi proche choquerait presque tout le monde. Cependant, dans l'Europe moderne, les dynasties épousaient fréquemment des membres de leur famille. Les mariages entre cousins étaient courants, et même un oncle épousant sa nièce, bien que beaucoup plus controversé, n'était pas inédit. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière, et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir, parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Par exemple, quelques années auparavant, le roi Philippe II d'Espagne avait épousé sa propre nièce, Anne d'Autriche. Par conséquent, il ne fallut pas longtemps avant que les négociations entre le duc Albert et Maximilien II ne commencent. Maximilien II était le frère aîné d'Anne et de Charles, ayant succédé à leur père, l'empereur du Saint-Empire romain germanique Ferdinand Ier, en 1564 après sa mort. C'était un souverain étrange, dont la vision religieuse reste encore aujourd'hui incertaine. Il était peut-être un protestant modéré, bien qu'il ait pris soin de ne pas l'exprimer si tel était le cas. Il souhaitait instaurer la paix dans les terres allemandes du Saint-Empire romain germanique et voyait cette alliance matrimoniale comme un bon moyen d'y parvenir. Le père de Maria Anna, Albert V, duc de Bavière, en revanche, était un catholique fervent qui espérait que cette union renforcerait les liens avec la maison de Habsbourg et consoliderait la cause catholique dans leur territoire. Avec des intérêts politiques et dynastiques alignés, le mariage fut approuvé, mais un obstacle subsistait sur leur chemin. Parce que le couple était oncle et nièce, leur union tombait sous les degrés de parenté interdits par l'Église et était considérée comme un mariage incestueux selon le droit canonique. En conséquence, ils avaient besoin d'une dispense papale spéciale pour pouvoir se marier. Compte tenu de l'immense influence de la maison de Habsbourg, obtenir une telle permission ne posa guère d'obstacle, et une fois qu'elle fut accordée par le pape Pie V, le couple fut libre de se marier. Ainsi, le 26 août 1571, Maria Anna, âgée de 20 ans, épousa son oncle, l'archiduc Charles, deux âgés de 33 ans, souverain de l'Autriche intérieure, les terres des Habsbourg centrées autour de la Styrie. De splendides célébrations furent organisées à Vienne pour l'occasion. Peu de temps après, le 10 septembre 1571, les jeunes mariés firent leur entrée cérémoniale à Graz, où 7 jours de festivités somptueuses accueillirent leur arrivée. Les jeunes mariés allaient vivre à Graz. Bien que les Habsbourg d'Autriche règnent théoriquement depuis Vienne, la branche cadette de la famille qui contrôlait l'Autriche intérieure et la Styrie conservait une cour distincte dans la ville de Graz. C'était une capitale régionale à caractère semi-militaire. Les Turcs ottomans avaient conquis la majeure partie des Balkans au XVe et début XVIe siècle, et lorsque Maria Anna arriva ici pour prendre ses fonctions d'archiduchesse d'Autriche intérieure, la ville était centrée autour d'une grande forteresse sur la colline du Schlossberg. Pour une femme qui avait grandi dans la tranquillité de la cour de son père à Munich, cela a dû être un véritable choc culturel de se retrouver à vivre sur cette frontière militaire, dans une ville remplie de mercenaires et de soldats. Ici, Maria Anna présidait souvent aux activités quotidiennes de la cour et exerçait une influence politique significative, surtout pendant que son mari menait des campagnes militaires vers le sud.
Cette réalité de la frontière se reflétait dans la fondation même de Karlovac, dans l'actuelle Croatie, une ville-forteresse fondée par son mari et portant son nom afin de défendre l'Autriche intérieure contre l'avancée des Ottomans. En dehors de cela, pendant que Charles II était en campagne, Maria Anna devint une mécène dévouée de l'Église, soutenant les jésuites et encourageant la musique ainsi que la vie religieuse au sein de la cour. Profondément pieuse, elle participa également à divers pèlerinages et promut activement la contre-réforme dans toute la Styrie. L'archiduchesse, passionnée de voyage, accompagnait souvent son mari lors de ses voyages et de ses tournées diplomatiques, visitant même des cours éloignés comme la Pologne, l'Espagne et la Transylvanie. Pourtant, malgré ses voyages et ses nombreuses responsabilités religieuses et politiques, un rôle avant tout allait définir sa vie et assurer sa place dans l'histoire européenne, celui de mère. Car Maria Anna passa la majeure partie de son mariage enceinte, et comme nous le verrons, elle donna naissance à des enfants qui allaient façonner les maisons régnantes d'Europe. Comme beaucoup de femmes royales ou aristocratiques de son temps, la valeur de Maria Anna dépendait surtout de sa capacité à avoir des enfants. La mortalité infantile demeurait tragiquement élevée, et des maladies comme la variole faisaient encore de nombreuses victimes, même chez les adolescents et jeunes adultes. Pour qu'une dynastie royale survive, on pensait souvent qu'il fallait au moins 5 ou 6 enfants au fil du temps pour assurer la continuité de la lignée familiale. À cet égard, Maria Anna n'a certainement pas déçu. Depuis qu'elle a épousé Charles en 1571, elle a été presque constamment enceinte. Au cours de seulement 18 ans, le couple a eu 15 enfants. Encore plus remarquable, combien ont survécu. 12 de leurs enfants ont atteint l'enfance, un nombre exceptionnellement élevé pour le XVIe siècle. Et, étant donné que le mariage lui-même unissait son oncle et sa nièce, une union dynastique étroite et profondément consanguine typique de la puissante maison de Habsbourg, la survie et la relative bonne santé d'autant de leurs enfants étaient tout simplement extraordinaires. Maria Anna a élevé sa grande famille avec beaucoup de diligence, mais aussi avec une rigueur considérable. Profondément religieuse comme son mari, elle s'intéressait de près à l'instruction et à l'éducation de ses enfants. En même temps, elle partageait bon nombre des passions aristocratiques de son époque, montrant un goût pour l'extravagance de la cour et pour la chasse. À mesure que ses enfants grandissaient, elle joua également un rôle important dans l'organisation de leur avenir, mariant soigneusement plusieurs de ses filles à de puissantes dynasties européennes dans des alliances politiquement avisées. Ce qui rend cela particulièrement frappant, c'est que beaucoup de ces enfants allaient occuper certains des postes les plus influents de l'Europe du XVIIe siècle. À travers eux, la lignée de Maria Anna s'est répandue à travers le continent, renforçant l'influence de la puissante maison de Habsbourg. À bien des égards, elle est réellement devenue ce que les historiens ont parfois appelé la mère de l'Europe du XVIIe siècle. Nous n'avons pas assez de temps pour examiner tous ces enfants ici, mais regardons de plus près quelques-uns des plus éminents. L'aînée des enfants survivants de Maria Anna et de Charles était une fille nommée Anna, née en 1573. En 1592, elle a épousé le roi Sigismond III de la maison Wasa, la famille royale polonaise. Bien que le mariage ait été de courte durée puisqu'elle est morte prématurément à Varsovie en 1598, il a duré assez longtemps pour qu'elle donne naissance à Ladislas IV qui a régné sur la Pologne entre 1632 et 1648. Ainsi, Maria Anna fut l'ancêtre de certains rois de Pologne et grand-duc de Lituanie. La deuxième fille aînée de Maria Anna, Maria Christina, est née en 1574 et a épousé Sigismond Báthory, le prince de Transylvanie, en 1595. Mais cette union fut désastreuse. Le mariage était malheureux, n'a pas donné d'enfant et a finalement été annulé après seulement quelques années. L'enfant le plus important de Maria Anna était son fils aîné survivant, Ferdinand. En 1619, après l'extinction de la branche aînée des Habsbourg d'Autriche, il succéda au titre d'archiduc d'Autriche et devint empereur du Saint-Empire romain germanique. Ferdinand III, fils de Ferdinand, lui succéda et régna sur les terres des Habsbourg comme empereur du Saint-Empire romain germanique. Grâce à cette lignée, les descendants de Maria Anna jouèrent un rôle clé dans la politique européenne durant des siècles. En effet, les souverains d'Autriche, jusqu'à la fin de la monarchie des Habsbourg en 1918, faisaient remonter leur lignée à Maria Anna par la branche de Ferdinand de la famille. Une autre fille de Maria Anna, Marguerite d'Autriche, épousa le roi Philippe III d'Espagne en 1599.
Grâce à ce mariage, Maria Anna était la grand-mère du roi Philippe IV d'Espagne, qui régna sur le royaume jusqu'en 1665. Et bien sûr, elle était l'arrière-grand-mère du dernier roi Habsbourg d'Espagne, Charles II. L'une des filles de Marguerite épousa également le roi Louis XIII de France en 1615, et ainsi le roi Louis XIV de France, le monarque absolutiste qui régna sur la France entre 1643 et 1715, était un arrière-petit-fils de Maria Anna. Et la liste ne s'arrête pas là, ce qui est assez incroyable. Maria Magdalena, la plus jeune fille de Maria, Anna et Charles, née en 1589, épousa Cosme II, grand-duc de Toscane en Italie, établissant ainsi une revendication des Habsbourg sur cette partie de l'Italie qui allait perdurer jusqu'au XIXe siècle. Une autre fille, Constance, épousa le roi Sigismond III de Pologne, 7 ans après que sa propre sœur l'eut laissé veuf. Même les enfants de Maria Anna, qui n'ont pas épousé des membres de la royauté, ont mené des vies remarquables. L'archiduc Maximilien Ernest, par exemple, né en 1583, rejoignit l'ordre ancien des chevaliers teutoniques et devint un commandant militaire notable sur la frontière sud lors de la guerre contre les Turcs. Le mari de Maria Anna est mort en 1590 à l'âge de 50 ans. La famille avait déjà fait forte impression à Graz à cette époque. Par exemple, c'est Maria, Anna et Charles qui avaient soutenu la fondation de l'université de Graz dans la ville en 1585. Elle fonctionne toujours aujourd'hui comme la deuxième plus ancienne et la plus prestigieuse université d'Autriche, 4 siècles et demi plus tard. Lorsque Charles mourut en 1590, leur fils aîné, le futur empereur Ferdinand II prit la tête de la branche cadette de la famille et gouverna l'Autriche intérieure depuis Graz. Sa mère continua de le guider et l'influencer pendant des années. Il est difficile de comprendre le déclenchement de la guerre de 30 ans en 1618 sans prendre en compte la puissante influence religieuse que Maria Anna exerçait sur son fils. Déterminé à rétablir la domination catholique au sein du Saint-Empire romain germanique, Ferdinand mena des politiques qui reflétaient la foi intransigeante de sa mère et soutint la contre-réforme catholique dans l'ensemble de ses terres. Même avant de devenir le principal souverain des Habsbourg, Ferdinand était déjà une figure politique importante. Durant les dernières années du règne de Rodolphe II, empereur du Saint-Empire romain germanique, sa santé mentale déclinante affaiblissait l'autorité impériale. Une intense lutte de pouvoir au sein de la dynastie a abouti au règne de Matthias, frère de Rodolphe et empereur du Saint-Empire romain germanique. L'instabilité créée par ces conflits allait contribuer à façonner les tensions politiques qui finirent par déboucher sur la guerre de 30 ans. Marie-Anne aurait disparu bien avant. Dans ces dernières années, alors que ses enfants grandissaient, se mariaient et la quittaient pour des lieux comme Madrid, Varsovie et Florence, elle conserva sa profonde foi religieuse, fit de généreux dons aux pauvres et prit personnellement soin des femmes malades et enceintes. Elle finit par se retirer de la vie de cour et se retira au couvent des Clarisses à Graz, où elle passa une grande partie de sa vie restante dans la prière silencieuse et la contemplation. Elle y mourut le 29 avril 1608 à l'âge de 57 ans. Elle fut d'abord enterrée au couvent, mais elle fut ensuite réinhumée dans le mausolée des Habsbourg. Durant le siècle suivant, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants gouverneraient pensées des royaumes et États depuis Vienne, Madrid, Paris, Varsovie et la Toscane. À travers eux, son sang s'est répandu dans les maisons régnantes d'Europe, et ainsi elle est devenue la mère de l'Europe du XVIIe siècle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Maria Anna de Bavière. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir également dans les commentaires. Si vous souhaitez plus de vidéos sur la royauté ou des sujets proches, dites-le moi pour que je puisse faire plus de recherches. J'espère aussi que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir les vidéos dès leur mise en ligne. Voilà, c'est tout, on se retrouve au prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.